Damoiseaux, damoiselles, chers amis du bonheur, gardons bonheur. C'est Délivrez-vous qui débarque chez vous. Délivrez-vous pour célébrer le livre. Délivrez-vous pour célébrer l'intellection. Délivrez-vous pour une danse en plein territoire romanesque. Je reçois aujourd'hui sur mon plateau une jeune auteure qui a mon âge. Mademoiselle est née un mois avant moi. Nous sommes en 1992 et la littérature a voulu que nous partageons non pas seulement une année, mais également un amour. Un amour pour le livre, un amour pour le texte. Madame a publié son premier roman, En attendant le bout de la caverne. Mais pour maintenant, restons dans le rubricage Délivrez-vous. Je m'en vais vous lire le poème du jour dans la rubrique Temps poème. Allez, à tout de suite. Heure de pointe, j'ai chaud, le sang me monte à la tête. Je viens à l'heure de pointe vers toi. Je suis de Pestel ou de Gatineau. J'étais un pantin ou un berlingot. Ton chien de faïence s'est mué en corbeau. Je croasse, bégaye, je bêle et je beugle. Je suis ton cheptel, je suis ton troupeau. J'ai chaud, le sang me monte à la tête. J'arrive à l'heure de pointe chez toi. J'ai mis du temps, c'est vrai, à me faire un visage, à me forger une gueule. Qui de moi voudras-tu? Qui de moi restera? J'ai chaud, j'ai le pied qui me monte à la tête. Je viens à l'heure de pointe chez toi. Sitôt KV, lecture courante, proposition de lecture via la rubrique Temps poème. Place maintenant, mesdames et messieurs, à la présentation biographique de mon invité, mademoiselle Milady Auguste. Milady Auguste est née à Port-au-Prince le 1er février 1992. Extravertie, curieuse, elle adore voyager, rencontrer du monde, participer aux activités culturelles, mais elle aime aussi sa tranquillité, les longues promenades et les animaux. Bien qu'elle ait un fort caractère, Milady a une âme sensible. Elle s'émeut devant un magnifique tableau, collectionne les cartes postales, aime s'imprégner de l'atmosphère vintage des maisons gingerbread, savourer une tasse de café tout en écrivant ses pensées dans son journal intime et a toujours un livre dans son sac. Son amour pour la littérature remonte à l'époque de ses études classiques à l'Institution du Sacré-Cœur où elle savait déjà écrire ses premières histoires dans des cahiers quadrillés pour le plaisir de ses camarades de classe qui les lisaient avec avidité. Cependant, la littérature n'a pas été son unique matière de prédilection. Férue des sciences biologiques, elle s'est naturellement tournée en grandissant vers la médecine, tout en conservant sa passion pour les lettres. C'est ainsi qu'elle s'est assurée d'organiser son temps afin de faire l'équilibre entre ces deux passions. À présent, âgée de 27 ans, elle a déjà présenté son mémoire de fin d'études médicales, écrit deux scripts pour les spectacles de l'école de danse Joël Donatien-Belot et vient de publier son premier roman En attendant le bout de la caverne. Milady Auguste, En attendant le bout de la caverne, Lègue Édition. Page 18. À présent, Bertrand se retrouvait à nouveau face à ces différentes théories qui pouvaient paraître pour certains rocambolesques. Haïti serait le berceau d'une connaissance enfouie, le berceau d'une ancienne civilisation qui fut citée par Platon lui-même. Mademoiselle Auguste, en attendant le bout de la caverne, bonsoir. Bonsoir D'Angelo et bonsoir à tous les téléspectateurs de l'émission Délivrez-vous. En attendant le bout de la caverne, mademoiselle a 27 ans, mademoiselle fait un roman. Mademoiselle partage sa vie entre la médecine et la littérature. Tu veux faire comme Jacques-Stéphane Alexis, médecin et écrivain? Voilà, c'est un modèle en fait. Et tu t'inscris un peu dans cette lignée-là? Oui, je fais de mon mieux. Pour être médecin et littéraire. Voilà. En attendant le bout de la caverne, c'est un roman surprenant, mademoiselle Milady Auguste. Pourquoi tu dis ça? Le fantastique est là-dedans, un réel merveilleux est là-dedans. Oui. Et ce qui va beaucoup marquer, c'est, si tu veux, la situation d'Haïti dans ton roman. Haïti serait, je te lis, le berceau d'une connaissance enfouie. Est-ce que c'est cela le parti pris même de ton roman? C'est ça ton message? En fait, c'est exactement cela parce que j'ai grandi dans une ambiance très littéraire. Il y a mon papa qui a toujours pas mal d'écrivains, de politiciens qui viennent discuter avec lui. Et depuis ma tendre enfance, j'ai toujours entendu ces différentes théories. Donc, j'ai toujours appris à connaître Haïti, pas seulement en tant que pays rempli de problèmes politiques, économiques, mais également un pays qui est riche culturellement parlant, intellectuellement parlant. Donc, c'est le message que je voulais porter en effet.
Ouais, je salue ton père que je connais très bien, Adler Auguste, un très bon ami. C'est le Oui. seul qui peut me mettre à genoux, hein. Voilà. Il me dit à genoux, hein, je me mets à genoux tout de suite, hein. Et justement, ce roman est dédié à ton papa, pour Adler Auguste, mon papa adoré, tu vois, avec le petit dessin. J'avais besoin de montrer ça. C'est Non, mais c'est touchant, la fille qui dédie son roman à son père. Toi, l'émoticône, le moment tant attendu est arrivé. Tu as finalement le roman de ta fille chérie entre les mains. Merci de m'avoir toujours encouragé. Merci de m'avoir transmis l'amour des livres. J'espère que tu es fier de moi, ta fille qui t'aime, Milady Auguste, ta Milou. Tu as déjà l'écriture de médecin aussi, hein? Bon, oui, je suis médecin. Donc, est-ce que tu penses que ce roman, c'est aussi ton parcours avec les livres pendant toute ta jeunesse? C'est pour dire merci à ton papa, en effet, Oui. qui t'a appris à lire. Du coup, ma question pour toi serait, est-ce qu'on est écrivain que par héritage culturel? Je pense que c'est exactement cela. Parce que la littérature, c'est pas uniquement les livres, c'est ce que l'on vit, c'est ce que l'on voit, tu vois. Donc, c'est tout ce que t'apporte ta culture, c'est ce que tu portes en toi et c'est ça la littérature. Ton roman se passe dans une caverne, ton roman se passe à Paris, ton roman se passe en Cologne, ton roman se passe à Dondon, et ton roman place Haïti au cœur d'une démarche. Oui. Une partie de l'Atlantide, cette île mystérieuse où les technologies seraient hyper développées, Haïti en ferait partie. Oui. Est-ce que toi, personnellement, tu crois qu'Haïti serait un petit bout de l'Atlantide? Bon, je crois un peu à cette théorie en effet. Parce qu'il n'y a absolument rien qui soit prouvé jusqu'à aujourd'hui. Mais je pense plus ou moins à... Je crois à la théorie en fait. Mais pour une jeune fille de ton âge, c'est-à-dire de 27 ans, qui n'aurait jamais entendu parler de l'Atlantide, ou bien pour une jeune fille de 17 ans, qui n'aurait jamais entendu Atlantide, qu'est-ce que c'est l'Atlantide, Milady Auguste? Ok, l'Atlantide, c'est une cité, la cité perdue, qui avait une civilisation extrêmement intelligente, extrêmement développée, surtout en technologie. Donc, Platon l'avait mentionné dans ses écritures. Et il y a pas mal d'autres auteurs également qui l'ont mentionné. Et du coup, on dit que cette cité a eu un grand cataclysme qui a tout détruit de la population générale. Donc, c'est ça, Atlantide. Dans Atlantide, qui fait intervenir un personnage principal, qui est, on va dire, en amour avec un certain Raphaël. Raphaël qui aurait pour mission de protéger ce personnage principal qui détiendrait une pierre précieuse. Il y a 3 pierres précieuses qui ouvriraient une porte électromagnétique, une barrière magnétique dans une grotte à Dondon. Donc c'est là que tu deviens intéressé dans ton histoire. Oui. C'est là qu'on va te suivre jusqu'au bout. Tout le monde veut savoir. Moi j'étais, mais comme ça à te lire, j'étais totalement immergé. Mais qu'est-ce qui va se passer dans cette grotte? On ne va pas dire ce qui s'est passé dans cette grotte, mais l'idée de cette barrière électromagnétique à l'entrée d'une grotte, tu l'as eu comment cette idée? C'est tout simplement l'inspiration en fait. Je vais t'expliquer quelque chose. Tu vois, lorsque j'écris, j'ai le squelette de mon roman dans ma tête comme tout écrivain, mais la particularité que j'aime avec ma plume, c'est que les personnages m'emmènent chapitre après chapitre. Donc ça veut dire que je savais que je voulais vraiment parler de Dondon, mais c'est en écrivant que j'ai imaginé il y a cette porte électromagnétique. Parce que si il n'y avait pas cette porte, ça aurait été trop accessible en fait. Pourquoi il y aurait toutes ces recherches à Dondon, toutes ces équipes, etc. Ça n'avait pas de porte électromagnétique qui était cette barrière en fait vers cette grande découverte que tout le monde attendait. Donc, et c'est là que Dondon intervient. Mais le personnage principal a un prénom qui ressemble quelque peu. Oui, Mélodie, Milady. Et ça se passe quelque peu à Paco. Paco, c'est un quartier que tu connais bien. Oui. C'est un quartier que Fekir, qui t'a filmé pour ta biographie, connaît maintenant quelque peu. Oui. Et Raphaël Etienne, voici un personnage qui m'a beaucoup plu. Raphaël Etienne s'appuya nonchalamment, bras croisés, tout en regardant les allées et venues des passagers dans l'aéroport. Il ignorait toujours pourquoi il s'était laissé entraîner dans cette histoire. Mais il savait au plus profond de lui-même que c'était la bonne chose à faire. Elle sera là d'un moment à un autre, murmura une voix féminine à son oreille, tandis qu'il sentait une brise lui parcourir le visage. Donc Raphaël Etienne est dans une relation quelque peu rocambolesque, voici le mot, avec un personnage qui existe d'abord dans sa tête, puis qui sait se matérialiser. Et ce personnage, très souvent vêtu de blanc, serait une loi, Milady Auguste. Qu'est-ce qu'une loi? L-O-A pour le coup. Loi, donc c'est, bon, comme plusieurs d'entre nous le savent, c'est
un esprit du panthéon vaudou en fait. Et ces esprits-là sont là pour nous protéger, qui sont là pour protéger la famille, qui nous guident, qui nous apportent des messages, parfois la guérison, parfois la richesse. Donc, ça fait partie de notre panthéon vaudou. Et tu penses que des fois, on peut être habité par un loi, genre les crises de possession, où on dit que c'est Erzuli, c'est Dambala, c'est tout ce qui va avec. Bien sûr. Mais le loi qui habite Raphaël Etienne, c'est un loi particulier, différent de ce que nous avons comme rapport aux lois. C'est un loi intellectuelle quelque peu. Très intellectuelle. Et j'ai fait exprès de ne jamais citer son nom en fait. Ouais. Et maintenant que nous sommes hors du roman, c'est qui ce loi intello? Je ne peux pas encore te dire. Mais est-ce que toi, dans ta vision... J'avais un loi bien particulier en tête, effectivement, pour cette dame en blanc. Mais je ne veux pas encore citer de nom. Est-ce que toi... Tu sauras pourquoi après. Il y a sûrement un nouveau roman qui va suivre. Peut-être. Où ce loi sera encore là. Oui. Mais est-ce que toi, quand tu écris dans ta vision de l'acte d'écrire, te sens-tu habité par un loi? Es-tu une écrivaine habitée? Je pourrais seulement dire que je suis une écrivaine habitée par l'inspiration. Je ne vais pas dire loi. Je m'amuse avec moi, c'est sûr. Comme je t'avais dit au préalable, j'ai toujours le squelette, mais c'est avec l'émotion, c'est avec l'inspiration. Donc, tout ça, ça vient comme ça. Voilà. N'essayez pas de m'amadouer en faisant allusion à l'ensemble des conséquences positives que cela aura sur Haïti. Lorsque vous aurez trouvé ce que vous cherchez, Haïti sera la dernière de vos préoccupations. Les États-Unis nous l'ont déjà prouvé bien des fois par le passé. Les États-Unis sont très présents dans ce roman. Très. Les États-Unis ont soutenu, ont financé les recherches de l'oncle de Mélodie, en vue de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette grotte et tout. Il y a même des Mewins qui sont présents à Dondon pour sécuriser le site. Voilà, on ne rigole pas. Les Américains prennent ça au sérieux. Et les Américains, tu nous le dis, sont déjà venus en Haïti, ont pris des ressources que ce pays aurait et sont partis avec. Est-ce que, en attendant le bout de la caverne, est un roman politique anti-impérialiste? Je pourrais dire que c'est vraiment un roman satirique en fait. Je me sers du côté surréaliste de la fiction, de tout ce qui est culturel, folklorique, mais pour également porter un petit peu de jugement sur la société, sur les choses qui se font actuellement et qui se sont déjà faites et qui peut-être se feront si on ne fait rien pour recalibrer. Ouais. Donc, alors, je rappelle que cette chose-là que tout le monde cherche, elle s'appelle le souffle de vie. Voilà. Et ce souffle de vie est dans est dans une caverne, une grotte, à Dondon. Et tous les personnages du roman sont quelque peu hantés par ce souffle de vie. Et il y a trois pierres précieuses. Voilà. Et Mélodie en tient une. Et la sœur de Mélodie, on va en venir, Kaïcha Bouaon, sacré personnage, cette Kaïcha Bouaon. J'ai eu beaucoup de plaisir à la créer. Elle était superbe. Et tu sais, en fait, au départ, elle n'était même pas supposée exister dans le livre. C'est que tu vois la scène à Cologne, tu vois Raphaël dans le bureau, il attend et puis... Dans ma tête, lorsque je voyais le personnage rentrer, je voyais que c'était la copie conforme de Mélodie en plus grande. Et je me suis dit, mon Dieu, pourquoi j'ai ce personnage en tête? Qu'est-ce qu'elle va faire? Donc le nom m'est venu et puis je l'ai créé et puis j'ai eu beaucoup de plaisir à la voir évoluer en fait. Parce qu'elle est très dynamique, très carrée en fait. Elle ne joue pas. Oui, elle dit les choses telles qu'elles sont. C'est pas une dame qui est là pour materner. Non, jamais. Et on va justement parler d'elle. Le monde était définitivement rempli de mystères, songea-t-elle en fermant les yeux. Et plus l'humanité pensait les déchiffrer par le biais de la science, plus elle se fourvoyait, ne se rendant compte que ces connaissances qu'elle imaginait être le fruit de théories scientifiques révolutionnaires existaient bel et bien depuis des siècles. C'est là, si tu veux, un peu le corpus de ton roman. Oui. Tu es presque en train de nous dire, avant que nous ayons l'ère moderne là maintenant, l'humanité avait déjà produit une quantité de connaissances. Et on a tout oublié en fait. On a tout oublié au fait. Et là, nous sommes en train de revenir. C'est une sorte de renaissance si tu veux. Tu penses que GAFA, par exemple, Google, Apple, Facebook, Amazon, l'intelligence artificielle, tu penses que tout ça existait déjà bien avant? En fait, je ne vais pas dire que toutes ces compagnies existaient telles quelles, mais il y a quand même une certaine origine bien avant. En fait. L'intelligence artificielle, je suis sûre que peut-être que ça existait avant, ça ne s'appelait pas peut-être intelligence artificielle, mais je suis sûre que toute cette source de savoir que nous avons en ce moment, en ce qui a trait avec la technologie, ce sont des choses qui ont déjà existé. Ce sont des théories qui ont été là depuis la nuit des temps, que maintenant on est en train de retravailler pour vraiment faire en sorte qu'on
qu'on fasse en sorte de les adapter dans notre société actuelle. Tu nous dis, tout était un éternel recommencement. Le savoir se présentant sous diverses formes, nous poussant à en prendre connaissance et à l'application finalement de façon adéquate, ce que l'humanité n'a jamais su faire. Son portable vibra dans la poche de son veston gris. Le numéro qui s'afficha sur l'écran lui fit froncer les sourcils et une certaine angoisse s'installa en son être. Madame de Villefort, Kaïcha, je sais que je ne suis censé t'appeler qu'en cas de force majeure, mais je voulais m'assurer de quelque chose. Je vous écoute, fit-elle d'une voix affable, espérant que cela calmerait la vieille dame. La vidéo de Victor, c'est bien toi qui l'as envoyée, n'est-ce pas? Victor, voici un autre personnage qui est l'oncle de Mélodie, qui menait des recherches mais sérieuses, financées par les États-Unis sur cette grotte mystérieuse avec une énergie électromagnétique, avec le souffle de vie. Mais Victor n'a pas écrit une lettre. Ça m'a surpris pour un vieil homme. Il a laissé une vidéo à sa nièce pour lui dire « Tu es en danger quelque part ». Oui. Pourquoi le parti pris pour la vidéo? Est-ce que c'est lié, on va dire, à ton âge comme écrivaine, comme nous sommes dans tout ce qui est vidéo multimédia? Voilà. Est-ce que tu as péché par jeunesse? Je pense que d'un côté, j'ai péché par jeunesse, effectivement, mais je pense que Victor, en fait, voulait s'assurer que Mélodie croive à 100% que le message venait vraiment de lui. Une lettre, tout le monde pourrait falsifier une lettre, tu vois, copier son écriture avec les temps qui courent en ce moment, tu vois. Mais il savait que Mélodie, elle est jeune, quoi, 22 ans, donc voir en fait son oncle lui parler, lui donner les explications, lui permettrait de vraiment comprendre la situation et vraiment savoir que, en fait, c'est pas du jeu, quoi, elle est vraiment en danger. Et là, c'est là que nous en venons au nerf de la guerre, à ce que tu dis au fait dans ce roman En attendant le bout de la caverne. Ah ben, il semble que mademoiselle Mélodie ainsi que sa sœur Brown seraient des Atlantes. Donc, moi, je me suis dit, ah bon, alors Alors, je veux savoir, tu as été étonnée Je me suis dit, oh lorsque tu as vu cette partie-là. Ouais, je me suis dit, oh, comment ça, des Atlantes? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dû voir autour de moi dans la chambre, j'ai fait, ouais, des Atlantes. Donc, il y aurait des Atlantes parmi nous, cette civilisation hyper développée qui serait engloutie sous les eaux avec des pyramides et des formes de technologie supra et développées. Tu penses que, du moins dans ton roman, tu postules l'idée qu'il y aurait toujours parmi nous des Atlantes? Dans le roman, en effet, je le postule. Dans mon imaginaire, oui, je le crois, mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore rencontré d'Atlante. Attends, mais personnellement, tu crois vraiment, Mélodie, qu'il y aurait des Atlantes? En fait, non, écoute, comme je l'ai bien dit, dans mon imaginaire, oui. Dans mon imagination, oui. Parce que, écoute, j'aime vraiment adhérer à toutes sortes de théories. Je suis très, très ouverte d'esprit, tu vois. Donc, il y a des gens qui en parlent. Donc, je me dis, bon, et pourquoi pas? Mais jusqu'à présent, comme je te dis, je veux vraiment spécifier ça aux téléspectateurs pour qu'ils puissent savoir que, en fait, jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve qu'il y ait des Atlantes qui soient toujours en vie. Et jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve qu'Haïti serait vraiment un morceau de l'Atlantide. Tout ça, ce sont des théories auxquelles j'ai adhéré, que j'ai plus ou moins rassemblé en forme de puzzle pour créer le roman. Mais on n'a pas de preuves matérielles, concrètes et tout. Sinon Mélodie, qui y croit fortement, sinon Raphaël, sinon l'oncle, et un certain professeur qui intervient dans le roman, un certain professeur Bertrand, qui a travaillé avec l'oncle de Mélodie, mais pendant tout le roman, il y a un doute sur les circonstances ayant amené au décès de cet oncle. Oui. Est-ce un accident de la route ou un assassinat? Et tu as laissé planer le doute, mais pendant tout le roman, on ne sait pas pourquoi cet oncle est parti. Non, mais écoute, subtilement, en fait, j'ai vraiment montré au lecteur que c'est un assassinat. Subtilement. Ouais. Subtilement. Donc, l'oncle qui a été assassiné parce qu'il en savait trop sur Mélodie, il en savait trop sur Kaïcha Boaon et sur Raphaël. Mais la question que je me pose, donc ils sont toi à avoir cette pierre précieuse en capacité d'ouvrir cette grotte, cette barrière électromagnétique. Mais j'ai l'impression que Mélodie paraît comme une pièce beaucoup plus importante que les autres. Oui, en effet, parce que je ne sais pas si tu avais bien prêté attention à ce passage, c'est son empreinte digitale en fait qui a ouvert le portail électromagnétique. Donc en effet, et puis, je l'ai bien expliqué également dans le livre, c'est elle la gardienne des pierres. Donc c'est elle qui avait le pouvoir d'ouvrir le passage, tu vois.
Donc les autres étaient surtout là comme des guides, des protecteurs ou bien des porteurs de médaillons, si tu veux. Mais en fait, c'est elle l'élément clé de toute l'histoire. Et elle est, comme qui dirait, une surdouée mystique et métaphysique, parce que déjà toute petite, elle a fait un dessin. Oui. Et ce dessin représentait quoi, Milady? Le triangle et le cercle. Donc c'était, bon, le triangle et le cercle, c'est, pour te dire, c'était en fait le premier nom du roman. Lorsque j'avais participé au prix des Champs 2015, ça s'appelait ainsi le triangle et le cercle. Donc ce schéma, en fait, représente tout le livre. Ça raconte l'histoire du livre, en fait. Ça fait un grand résumé du livre. Donc, c'est quoi? Donc, c'est les médaillons qui forment ce fameux mosaïque en forme de pyramide, OK? Et qui est constitué des 3 pierres, qui a le grand cercle autour. Tu vois? Donc, à la fin du livre, j'ai bien décrit cette scène de la grotte. Les pierres, en fait, lorsqu'ils vont se rassembler, vont former le symbole que la petite Mélodie avait dessiné lorsqu'elle avait, 6-5 ans. Ouais. Le triangle et le cercle, comme je te dis, ça résume, en fait, tout le livre. Dans la petite Mélodie, qui est donc très dans des figures géométriques. Oui. Du coup, ma question pour toi serait, étant donné qu'il y a cercle, qu'il y a triangle, est-ce que pour toi, la magie, vu qu'il y a beaucoup d'éléments magiques dans ce roman, est-ce que la magie serait un fait de géométrie? Tu n'as jamais regardé un verre de près? Ça répond à la question. Non mais sérieusement, en fait, que ce soit dans notre culture, religion vaudou, tu vois, que ce soit la sorcellerie en Grande-Bretagne, tu vois, que ce soit par rapport à la culture celte, les formes géométriques ont toujours été là. Lorsque tu regardes également les symboles des taïnos, la géométrie est là en fait. Donc en fait, la géométrie, elle est consubstantielle à toutes les formes d'expression magique, que ça soit en Occident ou en Orient. Tu vois. Donc, d'où la formule que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, qu'il y avait dans les temples grecs à l'époque où Platon parlait justement de cette allégorie de la caverne. Voilà. Ton titre, En attendant le bout de la caverne, est-ce aussi pour faire un clin d'œil à Platon ou pas nécessairement, tu n'y as pas pensé? Je pense que c'est un tout. C'est pour faire un clin d'œil à Platon, c'est également pour montrer la progression en fait du lecteur avec le personnage Mélodie. Et c'est également pour faire un clin d'œil également à la grotte de Dondon. C'est un tout. La grotte de Dondon. Maintenant, je rentre dans ta chimie de création, dans ce que tu as comme façon de procéder. Est-ce que tu as été à Dondon, visiter une grotte? Est-ce que tu es vraiment allé sur les lieux, un peu comme le feraient les écrivains naturalistes, avec notes, où tu regardes les grottes, tu notes et tu dis, ça c'est des notes pour mon roman? Bon, pour commencer, je veux vraiment spécifier que pour Dondon, c'est que j'ai un ami de mon père qui avait cette théorie par rapport à Dondon. Donc ça m'avait toujours étonnée, captivée. Mais lorsque j'écrivais le livre, en fait, j'avais regardé pas mal de vidéos sur YouTube par rapport à Dondon, j'ai lu pas mal d'articles et j'ai fait travailler mon imagination. Mais cependant, lors de la période d'édition du livre, je faisais mon internat au Cap. J'étais en train de finaliser avec l'édition les passages. Donc, lorsque j'étais au Cap-Haïtien, j'en ai profité pour me rendre sur place à Dondon. J'ai été toute seule en camionnette, j'ai pris des motos, j'ai traversé la rivière Dorée qui a 7 branches, c'était fabuleux. J'ai vraiment adoré l'expérience en fait. Donc maintenant, lorsque je suis arrivée sur place, j'ai pu vraiment voir l'aura magique du lieu. Et puis, du coup, j'ai plus ou moins pu corriger certaines choses dans le livre. Mais ça a été une expérience phénoménale et j'encouragerais vraiment tout le monde à se rendre là-bas. Milady Auguste, une écrivaine de terrain, en attendant le bout de la caverne. Mesdames et messieurs, damoiseaux, damoiselles, chers amis du bonheur, vous suivez des livres et vous, allez-y, le temps pour vous de respirer. On vous revient tout de suite au bout de la caverne. Mesdames et messieurs, vous suivez des livres et vous, sur ce plateau, 2 jeunes personnes qui ont 27 ans. Et comme vous le savez, 27 ans, c'est un âge compliqué, dangereux. On appelle ça le club des 27. Beaucoup d'artistes, de grands intellectuels, de grands musiciens sont morts à 27 ans. Si ça se trouve, peut-être qu'il s'agit là de la dernière sortie des livres et fous. Mais non, je suis trop lugubre. Retournons au bout de la caverne. Je reçois Milady Auguste. Oubliez nos 27 ans, plongez-vous dans cette caverne avec moi. Venez à la page 52. Revenons à l'instant présent. Bertrand ouvrit le fichier. Je vous rappelle que Bertrand, c'est le bon ami, l'ancien collaborateur du professeur Victor qui travaillait sur une grotte mystique, mystérieuse, avec le souffle de vie, une énergie électromagnétique dans une grotte à Dondon. Donc, 2 images se présentèrent côte à côte sur l'écran de son iPad.
l'une dessinée à l'encre de Chine, qu'il s'était procurée pas plus de 2 ans de cela fortuitement auprès d'un moine tibétain avec lequel il avait conversé à Paris suite à une de ses conférences. La discussion passionnante qu'ils avaient eue au sujet de son intervention s'était soldée par le don d'un dessin âgé de plusieurs millénaires qui, selon lui serait utile. Nous sommes toujours dans le dessin, Oui. nous sommes toujours dans la géométrie, le triangle, les cercles. On va en revenir encore aux vévets, parce que tu as un discours sur les vévets dans ce roman. Tu penses que les vévets ne sont pas du ressort unique des Haïtiens. Tu penses que ça ne viendrait même pas de l'Afrique, au fait. Tu penses que ça viendrait des Amérindiens. Les Amérindiens qui auraient reçu cette inspiration vévet d'un autre monde. C'est là que l'Atlantide intervient. Oui. Mais je vais rester dans une partie de la chose déjà. Le vévet implique la maîtrise d'une certaine technique, un certain doigté, une dextérité pour faire un vévet. Triangle et cercle, ils font encore le doigté, la dextérité. Est-ce que les espaces magiques ne sont pas des espaces exclusifs dans la mesure où, quand tu n'as pas cette dextérité-là, ce doigté-là, tu es exclu de l'espace magique? En d'autres termes, Milady, est-ce que la magie n'est pas, si tu veux, facteur d'instabilité dans nos sociétés, dans le sens où elle ne met pas les gens à égalité, elle exclut certains d'entre nous? La magie n'exclut pas certains d'entre nous. Mais par rapport à tout ce qu'on a lu déjà et par rapport à ce qui se fait actuellement, les sectes, etc., on sait en fait que les sociétés magiques sont des sociétés, je pourrais dire, très restreintes. Pourquoi? C'est parce que tu dois avoir un ensemble d'apprentissage. Et tu dois avoir une certaine sagesse. Il faut avoir cette doigté, comme tu dis. Ouais, mais si tu n'as pas ce doigté, tu es exclu. Si tu ne maîtrises pas les techniques de salutation, nous sommes toujours dans l'Atlantide. Il y a une façon de faire. Approche-toi un petit peu. J'aime beaucoup voir des francs-maçons qui se saluent. Il y a toujours Tu es avec. franc-maçon? Je ne suis pas franc-maçon. Et qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu sais ce que tu fais? Non, mais j'ai des cousins qui sont francs-maçons, j'ai des oncles francs-maçons. Ils font toujours un signe comme ça avec la main quand le mec me salue. Oui. Du coup, je me dis, ce signe-là avec la main, si tu ne maîtrises pas le code, tu es exclu. C'est-à-dire que tu n'es pas accepté dans ces milieux-là. Donc, mon discours sur la magie serait le suivant. Les espaces magiques excluent des gens. Non, moi, je ne veux pas employer ce terme. Mhm. Comme je l'avais déjà dit, les espaces magiques veulent que les gens aient une certaine sagesse, une certaine connaissance qui s'accumule au fil des années, des mois, etc. Donc, c'est un ensemble d'apprentissage. C'est comme, je veux dire, tu veux pas, ok, si tu es un enfant de 7-8 ans, tu ne veux pas directement monter en 3e secondaire, à moins que tu sois un surdoué, par exemple, tu vois, mais quand même. Donc, c'est un ensemble d'apprentissage, sur des étapes qu'il faut, Ouais. tu vois. Donc. Alors, la réalité de ton roman, elle est une réalité qui est, on va dire, dans un certain merveilleux. Oui. Et donc, la magie, les pouvoirs sur les espaces sont présents. Maintenant, ma question pour toi est la suivante. Qu'est-ce que la magie, mademoiselle Milady? Sur quel Tu as la terrain question ça va? piège. Ouais, la magie. Les gens se demandent, là, mais qu'est-ce que la magie, en effet? En fait, pour moi, c'est ma définition, tu vois, et j'avais déjà donné dans le livre. La magie serait tout ce qu'on ne comprend pas. C'est tout ce qu'on ne comprend pas. Donc, tout si ce qui dépasse notre entendement serait magique, en fait. Par exemple, si tu as une machine à remonter le temps, ok, et puis tu vas à l'époque des hommes des cavernes, et puis tu apportes quoi? Un iPad. Ils vont dire quoi? Ça, c'est magique. Donc, ce qui fait que est magie tout ce que temporairement notre intelligence n'arrive pas à saisir. Voilà. Du coup, la magie est toujours temporaire. Il n'y a pas de réelle magie. Je ne veux pas dire qu'il n'y ait pas de réelle magie. Non, je refuse de dire ça. Parce que si tu me ce dis... serait minimiser tout ce qui tourne autour de la magie. Parce que je veux comprendre. Prenons le cas de Alphonse, qui réalise cette émission. Je ne sais pas comment Alphonse procède pour réaliser cette émission, pour la rendre possible à l'écran. Comme je ne sais pas ce que Alphonse fait, pour moi, il serait un magicien. Mais si j'apprends la science d'Alphonse, du coup, la magie d'Alphonse devient la science d'Alphonse. Oui. Donc, du coup, tout ce qui est magie est appelé à devenir un savoir scientifique, en attendant qu'on l'explique. Oui. Donc, la magie n'existe pas. Il n'y a que la science. La magie existe. Bon, si tu dis que la magie n'existe pas, tu veux dire que la science n'existe pas?
Non, du coup, je suis en train de dire, c'est la science au fait qui est la vraie réalité. Mais comme on ne comprend pas encore, on appelle ça science, on appelle ça magie, pardon. Mais dès qu'on arrive à comprendre la chose, prenons le cas de ton roman. Le cas de cette porte électromagnétique. Oui. J'ai beaucoup adoré que tu mettes devant la grotte des scientifiques, des physiciens quantiques. Oui. Donc, quelque part, tout en croyant toi dans le fait magique, tu crois que la science peut démêler les fils de la magie. Oui. Quelque part, c'est ce que tu dis dans ce roman. Oui, c'est exactement ça en fait. Du coup, la magie n'existe pas. La magie existe. J'adore C'est-à-dire que tu insistes. la magie, c'est quoi la grand-mère de la science? Ouais. Donc, du coup, la magie ouvre sur la science. Voilà. J'adore beaucoup que tu insistes pour me dire la magie existe. Mais prenons un cas qui existe dans le folklore haïtien. Oui. Beaucoup d'Haïtiens pensent que des gens peuvent voler. Bon, heureusement, dans ton roman, il n'y a personne qui vole. Même les Atlantes, les deux jeunes femmes Atlantes ne volent pas. Est-ce que toi, tu nous ferais un roman où des gens voleraient? Je vais te poser une question. Tu parles des gens qui volent avec des ailes ou mais des gens qui lévitent? Des gens qui, comme des loups-garous, comme on le comprend en Haïti, des loups-garous qui volent, comme les vieilles dames qui volent et tout. Et nous sommes dans quelque chose de très merveilleux. Penses-tu que réellement, concrètement, un être humain serait en capacité de voler? Qu'est-ce qu'il te fait, ce présentateur? Je me pose des questions pièges. Ouais, c'est pour voir jusqu'où tu vas, jusqu'où ton imaginaire d'écrivain va. Ok, je vais spécifier ceci. Je n'ai Ouais. encore jamais vu Uh-huh. d'individus pouvant voler. Mais j'ai écouté pas mal de témoignages, de théories disant qu'il y aurait effectivement des gens qui ont cette capacité de se déplacer, de voler, etc. Donc moi je dis que dès qu'il y a un petit témoignage quelque part, une petite théorie quelque part, il faut toujours creuser. Il faut toujours avoir l'esprit ouvert pour essayer de comprendre en fait ce que la personne avait vu. Et que fais-tu des menteurs, des gens qui prennent plaisir à trafiquer la vérité? Eh bien, s'il y a quelqu'un qui me dit, oh, j'ai vu un tel qui t'a volé tel côté, m'a dit, mais non, moi, un tel qui t'a volé tel côté. Ouais. Donc là, je serai sur place et je verrai si la personne avait volé ou pas. Et là, je pourrais me poser des questions et comprendre comment la personne a fait. Ouais, tu sais, à des moments dans ton roman, et tu as des enfants qui sont tombés dans une rivière. Oui. Parce J'ai adoré cette partie. Oui, les enfants s'approchaient un peu de la grotte et tout. Le Marines américain, ne sachant pas comment réagir, il a mis des balles, quoi. Et les enfants sont tombés dans une rivière et les enfants ont été sauvés par Maître de l'eau. Donc ton roman, si tu veux, C'est un petit clin d'œil, en fait. ouais, est gorgé de ces êtres-là. Dans le Maître de l'eau que personne n'a vu. Mais toi, dans ton roman, on le voit, le Maître de l'eau. Mais le maître de l'eau fait partie de notre panthéon vaudou. Le Maître de l'eau, c'est comme Poséidon, le dieu de la mer. On pourrait dire cela, mais Poséidon, c'est Poséidon, maître de l'eau, c'est maître de l'eau. C'est pas les mêmes. Est-ce que tu ne conçois pas l'idée qu'il y aurait un lien entre les cosmogonies, un peu ce que les Grecs pensaient de la vie, de la mer? Est-ce que les Haïtiens ne penseraient pas la même chose, En fait, avec des noms différents? Oui, oui, Mais je le pense. tu sais à quoi Maître de l'eau m'a fait penser? Maître de l'eau m'a fait penser, et quand après, Kira, c'est pas Kira qu'elle s'appelle, c'est Kira? Kaïcha. Kaïcha. Quand Kaïcha Bouaon est tombée aussi dans la rivière, c'est là qu'elle a rencontré son frère et sa sœur, les deux qui sont atlantes aussi. Et moi, j'ai pensé, après Raphaël comme personnage particulier, comme peintre qui aurait peint une toile, mais au fait, c'est une carte, Une carte, sa oui. toile. Il y a un rapport avec les recherches, oui. Ouais. Après Mélodie, son rapport avec sa pierre et tous les pouvoirs qu'elle détenait, j'ai pensé à une société de Champwell. Je me suis dit, est-ce que les Champwell ne sont pas des Atlantes? Pourquoi tu ne les demanderais pas ça? Invite-les, émission, pose-leur des questions. Moi, personnellement, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas encore rencontré des gens de cette société, en fait. Les Champwell, c'est une société, c'est fait. Ouais. Ok? Donc, bon, je n'ai pas vraiment de réponse à cette question. Ouais. Je ne sais pas. Mais est-ce que personnellement, tu crois qu'il y aurait des Champwell? Je vais insister. Tu Hein? vas insister sur ça? Tu veux jouer à ce petit jeu? Oui, vraiment, je veux qu'on joue à ce jeu. Ok. Est-ce qu'il y a des Champwell, des Atlantes? Est-ce qu'il y a des choses qu'on... Est-ce que l'essentiel est invisible? Voici ma question. Est-ce que l'essentiel est invisible? Oui. T'es une mystique, au fait, Milady. Tu es une docteure mystique. Oh mon Dieu, je suis docteur en médecine, pas docteur en mystique. Non, non mais c'est que, sérieusement, j'écris
j'écris beaucoup, je lis beaucoup. Mhm. Et puis, comme je te dis, j'ai l'esprit très, très ouvert. Genre, lorsqu'il y a des personnes qui me racontent pas mal, qui font pas mal de témoignages et en rapport avec surtout le vaudou haïtien, je ne veux pas rebiffer ça d'un seul coup. Je veux essayer de comprendre. Donc, parce que j'ai vécu, j'ai grandi dans cette ambiance-là, tu vois. Donc, mystique, peut-être. Mais c'est assez particulier pour une jeune femme qui est docteur en médecine. Donc, tu es au cœur de la science. Oui. Donc, quand tu es dans la médecine, tu es dans un parti pris dans la vie. Oui. Tu penses que la science est la seule chose qui puisse garder la vie. Non. La médecine, c'est ça sa grande prétention. C'est dire, pour sauver la vie, il faut des théorèmes, un arsenal scientifique. En même temps, tu crois aussi que d'autres univers, d'autres formes de savoir peuvent sauver la vie. OK. Je vais te poser une question. Comment pourrais-tu expliquer certains miracles? Mais il faut qu'on change de place alors. Oui, non, parce que je suis comme ça. Tu vas me poser les questions, je vais te répondre aux questions. Je suis comme ça. Parce que j'adore poser les questions. J'adore la discussion. On peut changer de place. Ça va être un bon jeu. Sérieusement, comment pourrais-tu expliquer certains miracles médicaux? Donc, je ne pense pas qu'il y ait de miracles médicaux, moi. Tu ne penses pas? Je pense que le corps peut s'auto-rétablir. Et comment le corps fait pour s'auto-rétablir? Je pense que c'est dans sa constitution normale, le corps a cette possibilité-là. Je ne pense pas qu'il y aurait une force surnaturelle, mystique, une magie. L'esprit, ce qui est ici, là, ça peut te guérir en fait. Maintenant, comment tu vas expliquer ça? Donc, quand tu donnes des médicaments aux gens, tu leur demandes de croire aussi? Personnellement, écoute, tu vois, lorsque j'ai un patient qui vient me voir, d'accord? Je donne les médicaments, j'établis un traitement, je lui explique c'est quoi sa maladie, etc. Mais bien sûr, je dis toujours aux patients à quel point c'est important en fait d'avoir des pensées très positives et vraiment de croire en son traitement, de croire dans sa guérison. Parce que si tu es dans un hôpital, par exemple, et tu as un patient qui est complètement déprimé, tu vois, qui n'a pas le support émotionnel, le support psychologique, il peut recevoir tous les médicaments qui vont faire leur effet, effectivement, mais quand même, s'il n'est pas là mentalement, ça ne va pas totalement... Ouais. Donc, en fait, c'est psychosomatique. Voilà. L'esprit intervient. Il y a un lien, en fait. Au bout de la caverne, Milady Auguste, page 83. Ton premier roman, tu as 27 ans. Fais attention, 27 ans, c'est dangereux. Oh, mon Dieu. En regardant l'adresse écrite sur le bout de papier qui avait accompagné son billet, Raphaël, qui est peintre, il faut toujours rappeler ça aux téléspectateurs, les personnages, comme ça, ils vont bien lire ton roman. Raphaël qui est peintre et qui est habité par une dame robe blanche, mais qui serait au fait une loi, L-O-A. Cette dame qui a donné comme mission à Raphaël de protéger Mélodie, qui est le personnage principal de ce roman, qui serait la gardienne des pierres. Il y a comme un goût de Game of Thrones quelque part, mais on ne rentre pas là-dedans. Hein. Raphaël avait haussé les sourcils. Le vieil artiste l'emmenait invraisemblablement chez Mélodie. Oui, dit à brûle-pourpoint le vieil homme après une vingtaine de minutes en voiture. Oui, quoi? S'enquit Raphaël d'un air étonné. Oui, nous sommes pareils. Je ne fais que répondre à la question que tu te poses depuis que tu m'as aperçu à l'aéroport. J'ai été moi aussi doté d'un immense don par les esprits. Les mêmes qui t'ont choisi et qui m'ont dit que je devais t'emmener chez les De Villefort. Oh, murmura Raphaël stupéfait. Haïti est un pays bien étrange. Le surnaturel et le réel se côtoyaient de façon fort surprenante. C'est vrai. Le surnaturel serait ce qui déborde notre intelligibilité. Mais ce surnaturel, Milady Auguste, peut-il participer à changer nos conditions matérielles, concrètes d'existence? Est-ce que ce surnaturel peut intervenir pour, répéter Leslie Maniga, basculer ce pays dans la modernité? Est-ce que la magie peut sauver Haïti? D'Angelo, tu es en train de me tuer. Tu es en train de me tuer, sincèrement, tu es en train de me tuer là, devant les caméras. Waouh! Oui, est-ce que la magie peut faire quelque chose? Parce qu'en Haïti, le surnaturel côtoie le réel. Moi, je me dis, est-ce qu'on peut développer une politique du surnaturel? Où tous les Haïtiens se mettent d'accord, on mobilise le surnaturel pour sauver le naturel. Ce serait trop facile. Tu vois? Je vais t'expliquer pourquoi. Par rapport à tout ce qui se fait actuellement en Haïti, c'est un tout qui nous faudrait pour apporter le changement. Donc, il faut, pour commencer, avoir un engagement en tant que citoyen.
il faut avoir des discussions pour qu'on puisse savoir exactement où se trouve le nœud du problème. Mais également, il faut embrasser tout ce qui fait de nous des Haïtiens, notre culture. Donc pour moi, c'est dans ce sens-là que je pourrais te dire que oui, le surnaturel pourrait aider au changement, mais ce n'est pas uniquement le surnaturel, c'est un tout. Un tout. Le surnaturel ne suffit pas, mais le surnaturel a sa place. Le surnaturel est important. Si par surnaturel, tu entends tout ce qui a rapport à notre culture, oui, ça a sa place. On ne peut pas s'en passer. Est-ce qu'on peut développer Haïti sans les lois? Oh Jésus. Oui, est-ce que tu entends Haïti sans les lois, sans les sociétés secrètes, mystiques? Tu sais, on part dans les endroits où il y a les péristyles, les espaces de francs-maçons, on casse tout. Ils font partie de notre héritage, de notre culture, oui ou non? Oui. Mais jusque-là, ils n'ont pas aidé, Milady. Qui te dit qu'ils n'ont pas aidé? Mais à regarder concrètement comment ça se passe en Haïti. Peut-être Moi, que je ça me aurait dis, les été lois sont inopérants. Peut-être que ça aurait été pire. Peut-être que ça aurait été pire. J'en reviens encore à Raphaël. Raphaël qui est un garçon fort brave. Il y a une scène dans ce roman qui est digne d'un vrai film d'action. Alors qu'il y a des gardes du corps, qu'il y a des hommes armés, alors que Mélodie est menacée, Raphaël qui en arrive aux mains, alors qu'il y a des hommes pointés carrément sur lui. Est-ce que c'est cela ton modèle de bravoure? Est-ce que c'est ça que tu prônes comme bravoure? Malgré les hommes, quand il faut en arriver au point pour défendre celle qu'on aime, en arrivons au point. Moi, ça m'a surpris. Et pourquoi ça t'a surpris? Je me suis mis à la place de Raphaël. Si je suis là et puis il y a une femme que j'aime qui est menacée alors qu'il y a des hommes armés, moi, par calcul militaire rapide, je vais estimer que je suis impuissant face à des hommes. Mais Raphaël ne considère pas ça, il fonce. L'adrénaline. C'est l'adrénaline. Mais ce modèle de bravoure n'est pas suicidaire. On aurait pu le buter. Oui, on aurait pu le buter. Mais nous, d'action un roman. Il faut de l'action. Ah, justement, c'est intéressant ce que tu me dis là. Et ton roman est un roman d'action. Et ton roman a une histoire. Est-ce que ça correspond à ta vision de la littérature? Est-ce que pour toi, la littérature doit nous apporter des histoires? Moi, je pense qu'en effet, la littérature doit nous apporter des histoires, doit nous apporter des messages, doit nous faire vibrer. Parce que la littérature, c'est un tout. Donc oui, je le vois. Et tu vas continuer à écrire pendant longtemps ou tu vas arrêter après ce roman? Oh, jamais. Je Jamais? Jamais, non. Et tu as commencé quand, Mélodie, À à 11 ans et écrire? demi. Ouais, tu te rappelles du premier poème? C'était pas un poème, c'était en fait une nouvelle. Ça s'appelait Le rêve devenu réalité. J'avais 11 ans et demi. Et quand Adler Auguste, salut Adler, ça va bien, on va se croiser, on habite la même rue. Mon père lisait mes textes et il ne disait rien. Il me disait il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer. Donc j'ai continué effectivement. Mais lorsqu'il avait lu le premier jet de ce manuscrit, il a dit là tu es prête. Ouais. Et ça a été pour moi le feu vert en fait. Ouais, tu attends. Oui, parce que ma source d'encouragement, ça a été bien entendu mes deux parents, ma maman, mon papa, qui voulaient toujours que je sois, que je poursuive mes objectifs, que ce soit par rapport à la médecine, que ce soit par rapport à la littérature. Ils ont été des modèles, ils ont été vraiment une grande source d'encouragement. Mais également, j'étais au Sacré-Cœur, donc il y avait les écolières qui lisaient mes histoires à l'école. Donc, pour eux, c'était comme une sorte de feuilleton. J'écrivais dans mes cahiers, elles lisaient, et puis elles me demandaient la suite. Donc, à l'âge de 11 ans et demi jusqu'à aujourd'hui, ça fait quoi 16 ans, j'ai jamais arrêté. J'ai mon journal, et puis j'ai toujours des idées. Tu vois, dans ma tête, il y a beaucoup de romans. Plein comme ça, là. Plein. Donc, je ne vais jamais perdre mon temps, en fait. Milady Auguste, en attendant le bout de la caverne. Mesdames et messieurs, vous suivez des livres et vous. Et là, nous sommes dans un univers où il y a une grotte, rappelez-vous, où il y a une lumière phosphorescente quelque part au fond de cette grotte. Il y a une barrière électromagnétique. Il y a 3 personnages qui ont des pierres précieuses, les seuls capables d'ouvrir cette porte électromagnétique. Les Américains sont là-dedans, les Méouines sont autour. Ça se passe à Dondon. Elle s'appelle Milady Auguste. Elle a 27 ans, elle est talentueuse. Elle vous revient tout de suite. Allez, respirez. Il avait en effet toujours été très proche de sa grand-mère. Petite, il aimait ce aura de mystère qui enveloppait cette vieille dame à la peau si foncée, brûlée par le soleil de son pays d'origine qu'elle portait dans son regard et dans son sourire. Pays qui avait exercé un attrait particulier sur l'imagination débordante de ce petit garçon qu'il avait été, aimant se laisser bercer par les souvenirs que sa grand-mère lui racontait sous forme d'anecdotes. Le père de Raphaël était certes né d'immigrants haïtiens,
mais il avait su se fondre dans la culture allemande et avait même épousé une fille de son pays d'accueil. Si ce n'était grâce à sa grand-mère, Raphaël n'aurait jamais connu la culture haïtienne. Il était le seul de sa fratrie à parler couramment français et à comprendre le créole. Ses frères et sœurs aînés ont eu une véritable éducation allemande et ont suivi les traces de leurs parents en faisant médecine comme eux. Mais Raphaël, sous l'encouragement de sa grand-mère, avait poursuivi sa passion pour la peinture et s'était retrouvé aux Beaux-Arts de Paris. Raphaël, il me semble que tu aimes bien ce personnage de Raphaël. Je l'adore. Ouais. En fait, j'aime tous mes personnages. Mais tu sais ce que j'ai particulièrement aimé dans ton roman, c'est ce que je reproche beaucoup aux auteurs. Il y a des auteurs qui te construisent un fil romanesque, mais qui perdent la mémoire au bout d'un moment, qui oublient des personnages. Il y a un personnage, au début du roman, je me suis dit, aïe, elle va l'oublier. Du coup, c'est comme un piège que je t'ai tendu dans ma lecture. Je me suis dit que tu allais oublier l'amie de Mélodie. Bête, oh. Parce qu'au début du roman, elle a eu une vraie présence. Oui. C'est elle qui est à côté, qui est la bonne amie, qui conseille, qui sait quand Mélodie ne va pas bien. Mais quand Mélodie, des fois j'ai envie de dire Milady pour Mélodie. Quand Mélodie décide de rentrer en Haïti parce qu'elle est en danger, cette histoire de Pierre et tout. Elle reçoit le voice note. Le voice note et tout, elle doit rentrer en Haïti. Je me suis dit, là, elle va oublier ce personnage et sur mon plateau, je vais lui dire, qu'est-ce que tu as fait de bête? Elisabeth, son petit nom, c'est bête pour tout le monde. Ouais. Oui, en fait, Mélodie, bon, je n'allais jamais pouvoir effacer Elisabeth comme ça du livre, c'est la meilleure amie de Mélodie. Tu sais comment sont les relations amicales entre filles, etc. Et puis avec la technologie, c'est facile de garder contact, tu vois. Donc, effectivement, je me suis assurée qu'elle soit présente dans les moments clés, tu vas voir. Lorsque Mélodie, elle est affolée, elle apprend la vérité sur elle, tu vois qu'elle reçoit ce voice note du jour au lendemain. Et puis, à la fin du livre, tu vois, elle reçoit l'appel de qui? D'Elisabeth qui lui dit on passe les nouvelles à la télé. Donc, j'allais jamais oublier Elisabeth parce que, comme on le sait, il y a vraiment des relations d'amitié qui sont extrêmement fortes et qui doivent nous aider dans les situations difficiles. Et c'est ce que je voulais peindre dans le livre. Ouais. L'amitié, nous a dit Kundera, c'est le romantisme des hommes. Oui. Toi, tu ajouterais c'est le romantisme des femmes, sûrement. Les femmes et les hommes. C'est vrai que les femmes savent être très, très copines. Mais là, on est hors délivrez-vous, on est hors de la littérature. J'ai une question comme ça qui me passe par la tête. Et je constate qu'entre femmes, quand il y a une bonne amitié, quand il y a une autre femme qui passe dans la rue, il y a deux femmes amies, je constate qu'il y a toujours un petit jugement sur l'autre femme qui passe. Et quand il y a deux mecs copains qui sont assis ensemble, quand il y a un mec qui passe, on ne fait pas de jugement sur le mec qui passe. Ne réponds pas. Page 169. C'est là que ce roman m'a beaucoup plu. Parce que tout le monde a plus ou moins entendu parler d'Atlantide et de sa disparition. Mais on connaît fort peu de choses sur les mécanismes mis en œuvre qui ont abouti à la disparition d'Atlantide. À la page 169, tu nous mets sur des pistes. Hein. Tu nous dis, nos pyramides étaient le symbole de notre sagesse et des lieux d'enseignement pour tous. Mais les autres peuples que nous instruisions ont préféré profiter de nos connaissances, pas pour guider les leurs comme on le faisait, mais pour se montrer plus puissants les uns vis-à-vis des autres. La pyramide pour eux n'était pas uniquement une ascension vers la sagesse, mais un symbole d'oppression, les plus forts au sommet et les plus faibles à la base. Malheureusement, la sagesse qui nous était innée leur faisait complètement défaut. Ils n'avaient pas été prêts pour assimiler toutes ces connaissances que nous possédions. Et la servitude qui nous était si étrangère vint à séduire certains de notre propre peuple. Certains d'entre nous ne voulaient plus guider les autres comme cela devait se faire, mais catégoriquement les asservir à leur tour parce qu'ils n'étaient pas assez sages ni évolués comme nous. Le souffle de vie qui avait été une molécule donnée en présent par le peuple de cette étoile éloignée et qui était supposée être la cause d'une grande évolution de ce monde, a été convoité pour asservir et y mettre beaucoup plus de discorde. Grâce à sa grande puissance et ses diverses propriétés, il pouvait croître année après année, mais devait être gardé en sûreté par des mesures que nous avions prises, par des mesures que nous avions apprises, des diverses connaissances venant de cette étoile éloignée.
toute cette lecture, c'est pour en venir à l'étoile éloignée. Est-ce que cette étoile éloignée est Dieu? Non, Pas du tout. pas du tout. J'allais juste dire Dieu, non. Parce que Dieu n'est pas là dans ton roman. Dieu est mort dans ce roman, Milady Auguste. Vraiment? La magie est là, la science est là, Tu as bien lu le roman? les pouvoirs, totalement, hein, les pouvoirs sont là. Lorsque Papy Jean disait le grand maître là, Ah, c'est Dieu, le grand maître. Moi, quand Papy Jean me dit le grand maître, je pense un peu, je pense à un jargon de franc-maçon. Les francs-maçons aiment beaucoup dire le grand maître, Non. le grand architecte de n'oublie pas que l'univers. Papy Jean n'était pas franc-maçon, il était vaudouisant, Mhm. grand maître. Non, le grand maître, c'est Dieu. De la religion vaudou. On l'appelle comme ça, grand Mais le Dieu chrétien n'est pas là. Dieu, moi-même, bon, je veux pas que tu dises Dieu chrétien, Dieu vaudou, Dieu, non, Dieu est Dieu, Dieu est partout, Dieu est dans toutes les religions. Mais il n'a pas la même forme. C'est un Dieu vraiment puissant, hein, si ça se trouve. Dieu est très Parce puissant. que quand il est chez les musulmans, il a une forme. Quand il est chez les vaudouisants, il a une forme. Mais je trouve que le Dieu des vaudouisants est plus tolérant que le Dieu des chrétiens. Tu ne le trouves pas comme ça? Le Dieu vaudouisant, il tolère les homosexuels. Il n'a pas de jugement sur les choix sexuels des gens. Le Dieu des vaudouisants. Le vaudou est un espace qui ne juge pas selon le genre. Mais le Dieu chrétien, c'est chaud. Quand tu es gay, le Dieu chrétien rigole pas avec toi. Il te dit, comment il te dit? Il te dit c'est la Sodome et Gomorrhe, un truc du genre. Donc les dieux ne sont pas les mêmes, si ça se trouve, Milady. Peut-être que c'est, moi je pourrais dire que c'est nos différentes représentations de Dieu en fait, qui se manifestent dans les différentes religions. Ou bien les différentes représentations de nos mentalités propres. Qui se manifestent dans les religions. Ah ben dans ce cas, Dieu a été créé par nous. Faut jamais dire ça. Non, c'est moi je cherche à comprendre. Parce que si nous prenons le Dieu chrétien, il est misogyne, le Dieu chrétien, Oh, tu es Jésus. d'accord? Il est misogyne. Il n'aime pas les femmes. Oh. Il dit femmes, soyez soumises à vos maris. Il n'aime pas les femmes. Moi, j'aurais été femme, ce Dieu-là, je ne le suivrais pour rien au Tu monde. sais qu'il y a des téléspectateurs qui vont être frustrés. Choqués peut-être. si Choqués, ça se trouve. frustrés. Mais peut-être qu'ils vont. Moi je m'excuse, parce que c'est de sa faute. Mais Je Milady, n'étais pas venue pour ça. mais peut-être qu'ils vont se dire ah ouais, j'ai jamais vu ça. Parce que si tu es femme, pourquoi tu es soumise à un homme? Toi, Milady, qui est docteur en médecine, qui est écrivaine, est-ce que tu te soumettrais à un homme? Non, moi je suis pour l'équilibre. Je suis pour l'égalité. Donc tu es contre le Dieu chrétien. J'ai jamais dit ça. Mais le Dieu chrétien, il n'est pas pour l'équilibre, Milady. Il dit femme, sois soumise. Je ne te taquine plus. Mesdames et messieurs, au bout de la caverne, délivrez-vous. Mais Milady, avant de dire au revoir, propose 2 livres à des jeunes filles particulièrement qui te regardent là maintenant. 2 livres qui t'ont marqué. Qu'est-ce que tu proposerais aux jeunes qui te regardent là maintenant à lire? Bain de lune de Yannick Lyons, qui Bain est de un lune. super Ah ouais. roman, Ouais. super, très très bien écrit, très imagé. Puis la culture vaudoise est très bien expliquée là-dedans. Absolument, dès le début. Hein? Dès le début, oui, je conseillerais Bain de lune et Le sang et la mer de Gary Victor. Ouais, avec Hérodiane. Avec Hérodiane, parce que Gary, bon, en fait, Yannick et Gary sont mes 2 auteurs préférés haïtiens. Donc, ce que j'ai aimé avec Le sang et la mer, c'est qu'il y avait cette sensibilité-là chez Gary que l'on ne trouve pas dans ses autres romans. Tu vois, avec Hérodiane, donc j'ai beaucoup aimé. Donc, Ouais. c'est ces 2-là que j'aurais conseillé. Allez-y, chers jeunes, Le sang et la mer de Gary Victor et Bain de lune de Yannick Lyons. Voici les propositions de lecture de Milady Auguste, docteur Milady Auguste, qui a publié son premier roman. C'est En attendant le bout de la caverne, publié chez Lègue Éditions. C'est un livre qui sera disponible, bien entendu, à Livre en Folie. Oui. C'est un livre qui sera dans toutes les librairies de la place, particulièrement mes La amis de la Pléiade. Pléiade. Je vous aime. Et c'est également disponible sur Amazon. C'est également disponible sur Amazon et sur voilà, les plateformes intelligentes. Vous le trouvez, ce livre. C'est un livre que je vous recommande, mais avidement. Ça m'a Merci. gardé jusqu'au bout. Un bon fil conducteur, c'est bien mené. Une bonne mémoire littéraire. Une plume, mais qui ne boite pas. Une plume qui arrive à tenir une ligne esthétique remarquable. Mesdames et messieurs,
messieurs, lisez en attendant le bout de la caverne. Lisez tout court. Ça n'a jamais tué personne. Ça fait plaisir de lire. C'est une activité jouissive. Gardons bonheur. Merci au staff technique de l'émission qui me permet d'être présent chez vous toutes les semaines. Dites de temps en temps, gardons bonheur dans le monde. Il doit